J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Alors aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Aude Livoreille, la fondatrice de la marque Studio Anae, docteur en chimie, coiffeuse diplômée, formatrice et consultante certifiée. Ensemble, on va parler de cheveux, de coiffure, de texture, de métissage, de partage, de transmission, parce que Aude est multicasquette et ultra engagée sur un grand nombre de projets. Je vous l'avoue, je ne connais pas très bien son parcours et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Ce qui m'intrigue, c'est comment elle est passée de salariée à chef d'entreprise et comment elle a articulé un besoin qui peut-être à la base était personnel en métier et en contribution. Et en plus, j'ai l'impression qu'Aude, elle s'est dit, je veux aller là et je vais avoir besoin de ça. Et donc, elle a tout mis en œuvre, étape après étape, pour réaliser sa vision et son plan. Donc, c'est ça aussi qui m'impressionne. Alors, la première question que je vais poser, c'est pourquoi les cheveux? Et bienvenue, Aude. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour et puis te présenter comme tu le souhaites? Superbe. Merci beaucoup. Merci Sabine pour cette opportunité. C'est toujours un plaisir d'échanger puis de regarder un peu derrière. C'est des temps importants, les interviews, les podcasts, parce que ça permet de réfléchir et donner un éclairage à ce qu'on a fait avant. En tant qu'entrepreneur, souvent on regarde ce qu'il y a devant et ce qu'il y a encore à faire. C'est vrai. Donc, on en reparlera, je pense. Donc, mon humeur du jour, écoute, très très sereine. Je suis encore chez moi au Pays Basque pour quelques jours, donc je savoure la douceur et du temps et du climat et surtout un rythme lent, parce que l'entrepreneuriat c'est loin d'être de tout repos et c'est une charge mentale assez dense. Donc là, voilà, je suis en train de remonter en puissance tout doucement pour me préparer pour la reprise, mais je goûte le plaisir de ces petites parenthèses. Et d'avoir le luxe de pouvoir prendre ces parenthèses de repos. Donc ça, c'est super. Alors rapidement, je commence. Le cheveu, le parcours, dans quel sens? Et bien comme tu le souhaites, écoute, je crois que les deux sont intriqués de toute façon. Oui, bien sûr. En fait, alors je vais essayer de rentrer sous l'angle du fil rouge que je répète souvent quand on me demande des conseils. C'est de trouver ce qu'on aime. C'est-à-dire que c'est pas faire des études pour faire des études, c'est pas prendre un poste pour prendre un poste, c'est faire quelque chose qu'on aime et avoir la gourmandise. Et puis si possible, quand c'est possible bien sûr, d'essayer d'être dans la gourmandise, de dire chouette, j'ai envie de faire ça et je vais me régaler à le faire. Et c'est vrai que j'ai eu la possibilité de faire ça et tout le long, c'est-à-dire que j'ai fait des études
ça marchait un peu bien. J'ai fait de l'école de chimie, je suis ingénieure. Quand j'étais en 3e année d'ingénieur, je m'ennuyais un peu et donc j'ai voulu aller faire une 3e année en Allemagne. En échange, c'était les premiers programmes Erasmus. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir une nouvelle chimie qui commençait. Et du coup, je suis partie faire une thèse. Et je voulais absolument pas faire de thèse. C'est ça qui est fou. Parce que je voulais pas avoir le titre pour le titre ou voilà, comme au Monopoly, vous savez, j'enchaîne les cases. C'est vrai. Mais je suis partie sur un coup de cœur parce que j'ai rencontré un professeur de chimie extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Sauvage. Et il était tellement, lui aussi, dans la gourmandise intellectuelle, dans le plaisir d'apprendre et de découvrir, que j'avais envie de travailler avec lui. Et donc, j'ai fait une thèse en chimie, très, très loin de la cosmétique, dans une chimie fondamentale. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel pour ce sujet-là. Et donc, c'est dire si cet homme est extraordinaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma thèse, j'ai compris que c'était trop loin du vivant, du réel. J'adorais ce que je faisais, mais j'avais envie d'être dans la vie. J'avais envie d'avoir des contraintes et de me confronter à la vraie vie. Dans le concret. Comme j'étais toujours intéressée par la cosmétique, donc je suis rentrée à L'Oréal en 98 et j'ai toujours suivi cette logique, c'est-à-dire je suis ce qui m'intéresse. Donc j'ai fait ce que personne n'avait fait à l'époque encore beaucoup chez L'Oréal, c'est-à-dire j'ai changé plusieurs fois de poste en allant vers le marché. Je suis rentrée en recherche fondamentale. Ensuite, je suis passée en recherche appliquée pour faire des prototypes. Ensuite, je suis passée en développement pour faire des vrais produits qui sortent sur le marché. Et j'ai voulu aller voir du côté obscur, parce que pour le chercheur, le marketing, c'est toujours le côté obscur. J'ai basculé au marketing. Et il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai changé de poste, on me disait, mais ça ne se fait pas. C'était il y a un certain temps. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu plus de souplesse. Mais parce qu'il y a et particulièrement en France, on a des façons de penser extrêmement dirigistes où tu as tel diplôme, donc tu fais ça. Et moi, je marche pas comme ça. Moi, je marche à l'envie. Et j'adore apprendre et j'adore explorer des nouveaux territoires. Donc, je me suis battue pour essayer à chaque fois d'aller vers mon envie. Et donc, en fait, c'est là où tout s'est un peu joué parce que quand j'étais en développement, donc j'étais chef labo, je dirigeais les lancements des produits sur le capillaire dans certaines catégories et notamment sur les cheveux frisés. Et notamment, donc j'étais en lien avec les laboratoires asiatiques sur les cheveux raides et les laboratoires américains et brésiliens sur les cheveux frisés crépus. Et en fait, déjà j'ai pu voyager, aller voir sur place, faire des essais avec des coiffeurs experts. J'ai toujours été fascinée par la coiffure parce que pour moi c'était mon alter ego. Le coiffeur était mon alter ego. Ah oui. Lui, il voyait. Oui, parce qu'en fait, il sentait avec ses mains des choses que moi j'imaginais en termes de molécules. Ah, d'accord. Ah, tu faisais ce lien. En fait, la première fois que j'ai amené un produit à un coiffeur, puisqu'à L'Oréal, on avait un très grand salon de tests et il y avait des coiffeurs qui testaient en permanence, on disait pas toujours l'objectif, enfin on disait bon, ça sert à rendre le cheveu plus lisse, etc. Mais on disait pas le mécanisme chimique qu'on avait mis dedans. Et le coiffeur, en fait, quand il a appliqué mon produit, il a senti exactement ce que ça faisait. Il devinait finalement la fonction, en tout cas l'intention que tu avais mise dans la création du produit. Exactement. Ah, wow. Et il y a même certains coiffeurs très curieux qui quelquefois m'ont expliqué des phénomènes qu'ils sentaient de façon macroscopique et qui correspondaient exactement à des choses moléculaires. Incroyable. Donc pour moi c'est mon alter ego, c'est un partenaire. Oui, c'est ton binôme. Voilà, c'est mon binôme, exactement. C'est la personne qui sent avec ses mains et ses yeux ce que moi j'essaye d'imaginer avec des molécules. Waouh. Et du coup ça m'a donné aussi beaucoup de curiosité parce que je me suis toujours intéressée à ce que le coiffeur voyait du coup. Je me suis dit mais comment il fait? Donc au lieu de, comme j'ai vu faire certains ingénieurs, donner des produits et se désintéresser du process et puis récolter la feuille de résultat, moi, j'étais derrière le coiffeur tout le temps. Oui, bien sûr, tu avais besoin de son feedback. Ouais. Et puis, non, mais je voulais comprendre ce qu'il voyait. Et ça m'a donné une grande force et c'est ce qui m'a permis quelque part de devenir experte. Parce que notamment, je me souviens sur mon premier voyage au Brésil, j'ai compris que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que la coiffeuse avait des façons de raisonner qui m'étaient totalement étrangères sur des cheveux que je ne connaissais pas. Donc, j'ai passé des heures derrière la coiffeuse qui faisait tous les diagnostics, notamment, en lui demandant qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois. Et j'ai appris.
Et c'est comme ça qu'encore aujourd'hui, quand je donne des formations, quand je suis sur modèle et que je devine que la cliente, elle a fait un processus particulier il y a 1 an et demi, souvent les élèves me disent mais comment tu fais? Mais je dis mais il y a rien de magique, c'est de l'expérience et je regarde. Tu lis quelque part, tu lis aussi exactement. le cheveu, la chevelure. C'est exactement ça. J'ai fait pas mal d'escalade et ceux qui font, s'il y en a parmi les auditeurs qui font de l'escalade ou même du surf, c'est pareil. On lit la mer avant de rentrer dedans. Bien sûr. On lit sa paroi avant de monter. Parce qu'on repère les chemins, on imagine les possibilités, on fait attention aux prises. En surf, on regarde la mer, on regarde les courants, on se jette pas comme ça dans l'eau sans réfléchir, on regarde. Et donc moi j'ai appris à lire le cheveu. Donc dans ces années-là, donc j'étais en développement, donc c'était les années 2000, je travaillais à la fois avec les États-Unis et le Brésil. Donc j'ai découvert une expertise extraordinaire. Moi je suis blanche à cheveux raides, donc je connaissais pas du tout la boucle. Donc j'ai appris les cheveux frisés avec ces expertes-là. Et puis dans ma vie est arrivé mon premier enfant, ma fille aînée. Mon mari est d'origine camerounaise, donc ma fille est métisse, mais j'ai 2 garçons ensuite. Et donc ma fille, elle est arrivée à 4 mois, elle a commencé à friser. Et là, je me dis mais waouh, je fais comment? En plus, ma fille était allergique, donc il y a plein de produits qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Et il fallait que j'apprenne à coiffer sa boucle, à la comprendre, à regarder comment cette matière extraordinaire se développe. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc, en même temps, je travaillais avec le Brésil et les États-Unis sur les cheveux frisés crépus. Et dans ma vie au quotidien, j'essayais de comprendre le cheveu de ma fille. En plus, un cheveu frisé, ça change au cours du temps. Donc, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, 7 ans, c'est pas le même. Et là, comme toujours, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'y comprends rien. Donc, si on n'y comprend rien, c'est pas grave, on apprend. Donc, j'ai fait venir des livres. Alors, c'est là où j'ai découvert qu'en France, il y avait rien. Donc, on était dans les années 2008. Il y avait quelques marques, il y avait quelques pionnières, Aline Tacite, Clarisse Libéné, Fatou Ndiaye, des blogueuses ou des personnes qui déjà commençaient à organiser des forums. Et donc j'ai lu tout ce que je pouvais lire et puis je me suis tournée vers l'Angleterre parce qu'il y avait pas mal d'avance là-dessus et j'ai fait venir des bouquins de coiffure anglais en les lisant tous complètement pour essayer d'apprendre. De décrypter, finalement, Exactement. Mieux ce cheveu. Ouais. Exactement. Et ce qui m'a choquée, au passage, c'est que je me suis dit, mais c'est pas normal d'être en France en 2008 et de pas avoir de source de connaissances autres que l'Angleterre ou les États-Unis, en fait. Pour le cheveu crépus. Ouais. Voilà. Donc, je me suis tournée vers tous nos amis, amis E et amis I, évidemment, dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes afro-antillaises au sens large, afro-descendantes. Et je leur ai toutes demandé, mais comment tu fais pour te coiffer? Tu vas où? Et elles m'ont toutes dit, mais il n'y a rien. On se débrouille tout seul. Il y a à Paris, le quartier de Château-d'Eau, il y a pas mal de salons afro-antillais, mais qui sont pas forcément correspondants aux standards qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. C'est des petits salons, et puis avec des temps de rendez-vous qui peuvent être extrêmement longs, des prestations qui sont un peu réduites. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais il n'est pas question que j'y aille, j'ai plus du tout envie d'y aller. J'adorerais avoir un salon, mais voilà, les salons ne savent pas nous coiffer. Bien sûr. Et donc, j'ai réalisé que mon propre pays, qui est quand même multicolore depuis un certain temps, n'avait rien, ni dans les écoles de coiffure, rien. Le cheveu frisé crépus n'était pas enseigné, il était complètement mis de côté, c'était un autre cheveu. Et donc, on aboutissait à une forme d'apartheid capillaire. Oui, c'est vrai. Oui. C'est quoi? C'est quand on dit à quelqu'un, tu es de cette origine, tu vas là. Mais c'est exactement ce qui se passe, de facto. Donc, il y a des implications à la fois dans la coiffure, dans la vie des gens. Ça a des sous-entendus politiques assez forts. C'est vrai, oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire qu'on construit un pays en oubliant une partie de sa population. Donc, ça m'embêtait sur plein de points. Ça m'embêtait d'un point de vue de mon métier que j'adore, donc le cheveu, la coiffure, parce que c'est pas normal qu'on puisse pas avoir des coiffeurs formés sur tous les cheveux. Ça m'embêtait sur ce que ça sous-entendait sur la construction de la France, c'est-à-dire qu'on construit un pays en s'imaginant qu'on est tous blancs, alors que c'est faux. Avec les cheveux raides. Voilà. Et donc on ne veut pas regarder la diversité de la population, on ne la reconnaît pas entièrement, mais on est quand même en 2008, il serait temps qu'on s'y mette. Ça m'embêtait d'un point de vue scientifique, parce que on peut pas négliger toute une partie d'un secteur comme ça. Enfin, ça se fait pas. C'est un trou, quoi. Un trou dans la connaissance.
C'est un trou dans la connaissance. Donc voilà, surtout ça m'a... Au début, j'ai tourné un peu autour de la question, j'ai cherché des solutions personnelles, j'ai discuté avec énormément de monde. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir le faire. Ça a pris du temps. C'est en 2000... j'ai dû décider en 2013 à peu près que là, j'allais vraiment le faire. Parce que je voyais pas d'évolution, parce que toutes les interviews que j'ai pu faire avec tous les décideurs du monde de la beauté ou de la coiffure me montraient qu'on était vraiment dans une dichotomie, c'est-à-dire il y avait sans même s'en rendre compte, parce que si on le pointe du doigt, les gens disent ah oui c'est vrai, mais ils n'avaient pas réalisé. Oui, c'était inconscient, bien sûr. Voilà. Le cheveu raide ondulé d'un côté et le cheveu frisé crépus, mais qui est autre. Oui, puis qui était abandonné puisqu'il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas de produit. Et puis avec des justifications incroyables. Je faisais une remarque à une rédac chef d'un gros journal de coiffure en lui disant pourquoi vous ne mettez pas des photos de cheveux frisés crépus dans vos collections, Ah mais ils ont leurs propres journaux. Ils ont leurs propres journaux parce que vous ne les mentionnez jamais. En fait, c'était comme si c'était normal. C'était comme s'il y avait une partition automatique, donc une dichotomie, une césure entre les gens à cheveux raides ondulés, plutôt blancs quand même, et les autres. Et ça, c'est pas possible, en fait. C'est tellement intégré dans l'inconscient collectif qu'on en arrive à justifier l'injustifiable. Ça a été vraiment ton moteur, là. Le fait aussi de cette forme d'injustice, finalement, par rapport au traitement du cheveu et puis à sa symbolique sociétale. Ça a été l'élan qui t'a porté à te dire, ok, je vais trouver une solution et je vais la proposer. Exactement. Alors, je raconte souvent une anecdote et qui est parfaitement vraie parce que j'avais pas perçu à quel point c'était ancré dans l'inconscient collectif et du coup, combien ça se transmet aux enfants. Évidemment. Un jour, je joue avec ma fille à 4 ans. Je joue avec elle au jeu de la baguette magique. Je te transforme en princesse des fleurs. Maman, t'es la princesse de je sais plus quoi. J'ai dit, ton petit frère, c'est le prince des chevaux. Et papa, c'est le prince de quoi? Et elle me répond, il n'y a pas de prince noir. Elle a 4 ans. Ok, bon. Là, je fais, ah ouais. Donc, en fait, c'est pas qu'une histoire de cheveux. C'est une histoire de représentation. Bien sûr. Ça tire tout le fil de la représentation et du récit, de la capacité des enfants à se projeter vers des rôles totalement égalitaires, donc un médecin noir, un avocat noir, et puis tout ça décliné au féminin. J'ai dit à ma fille, pour la faire rire un jour, tu seras peut-être présidente de la République, et on essaie de cocher toutes les cases en même temps, c'est-à-dire à la fois le féminin, l'appartenance à une autre couleur, etc. Donc, en gros, j'ai compris petit à petit que c'était un sujet de beauté, mais pas seulement. Et du coup, ça le rendait vraiment important, vraiment. Je pouvais pas rester comme ça. Donc c'est là que tu es partie dans cette aventure finalement entrepreneuriale de création d'une solution qui aujourd'hui existe en plusieurs solutions d'ailleurs. Donc on va en parler. Mais est-ce que tu peux nous dire alors ce qu'entreprendre t'a appris aujourd'hui? Alors il y a plusieurs choses. C'est amusant parce que quand j'ai voulu me lancer, il y a aucun entrepreneur dans ma famille, aucun. Donc pour moi, c'était vraiment le no man's land. C'était à explorer complètement. Il n'y avait pas de culture entrepreneuriale quelque part. Pas entrepreneuriale du tout. Au contraire, une culture extrêmement basée sur la sécurité par la peur du manque d'argent. Donc ça a été très compliqué. En fait, je l'ai même pas dit à mes parents. Ah oui, ok. C'est-à-dire que quand j'ai quitté L'Oréal, je l'ai pas dit à mes parents parce que si je leur avais dit, ils m'auraient dit mais surtout ne fais pas ça, tu es complètement dingue, tu te rends pas compte, tu quittes le salariat, la sécurité, t'as un appartement à payer, etc. Donc j'avais, quand je l'ai fait, j'avais mes 3 enfants. Puis un bon poste. Mon mari, un bon poste. Et mon mari était chauffeur de bus à la RATP, donc on gagnait pas du tout la même chose. Ouais. Une belle carrière aussi quelque part chez L'Oréal, ouais. Mais sincèrement, en toute honnêteté, je commençais sincèrement à m'ennuyer beaucoup. J'imagine. Très répétitif. Il y avait besoin de sens peut-être. Ouais, puis et puis bon, après il y a des logiques d'entreprise. Je critique pas du tout, mais l'entreprise a besoin de faire des choses à des gens. Et quand il y a une espèce d'hurluberlu comme moi qui déboule en disant mais moi je veux faire autre chose. Ouais, bien sûr. Tu rentrais pas dans les cases et sur les lignes. Exactement. C'est un ami qui lui était entrepreneur, qui s'était lancé il y a longtemps à l'étranger. Il m'a dit écoute, ta structuration mentale, tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, et par tes diplômes et par tes postes, t'ont donné des outils. Il y a pas mieux en fait
pour être entrepreneur que ces outils-là. T'es outillé, ouais. Ça m'a rassurée parce qu'il m'a dit, vraiment, il m'a dit, il y a, parmi toutes les qualités qu'il faut pour être entrepreneur, tu as tout ce qu'il faut, donc, si quelqu'un peut réussir, c'est toi. Ça m'a fait un bien fou. Et effectivement, avec le recul, oui. Oui et non. Les outils mentaux, c'est-à-dire être entrepreneur, en tout cas dans ma façon de le concevoir, parce que je pense qu'il y a autant d'entrepreneurs que de gens différents, mais il y a beaucoup de planification, il y a beaucoup d'inventaire, c'est-à-dire on fait l'inventaire de ce qu'on doit faire et on fait notre fameuse to-do list, et ensuite on regarde ce qu'on a pour le faire ou ce qu'on peut, voilà. Est-ce qu'on a les outils, les moyens, le réseau pour faire ce qu'on veut faire? Et donc après, si on l'a pas, on va le décliner. On va aller le chercher. On va le trouver. C'est très méthodologique, en fait. Il y a beaucoup d'analytique en essayant d'être très lucide. Que me faut-il pour faire ce que je veux faire? Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Donc cette planification, cette capacité à aligner des ressources, des moyens par rapport à un objectif, à le planifier dans le temps, à s'astreindre à une forme de discipline. Parce que du coup, c'est l'entrepreneur qui donne son rythme. Bien sûr, oui. Sur la durée, durée, en plus, il faut s'arrêter pendant 3 jours parce qu'on en a ras la casquette, mais du coup, le bateau n'avance pas. On rame, et c'est notre vitesse de rame qui donne la vitesse du bateau. Donc, on est à la fois libre de cette vitesse-là, on est libre de se donner son propre rythme, mais du coup, ça veut dire aussi que quand on fait pas, il y a personne pour faire à notre place. Ça n'avance pas. Oui, bien sûr. Quand on est dans une grosse entreprise, c'est comme un paquebot, donc il y a plein de métiers différents, et tout le monde fait sa partie. Et grosso modo, ça avance toujours. Et même soi-même, quand on a un petit coup de mou, les autres, ils continuent à avancer. Alors ça se ressent pas. Voilà. Quand on est entrepreneur, c'est soi-même qui donne le rythme et on est complètement responsable de la façon dont ça avance ou pas. Donc, c'est le diptyque liberté, responsabilité qui vient ensemble, grande liberté. Une grande liberté implique de grandes responsabilités. Donc, au niveau des outils mentaux, c'était pas très difficile pour moi parce qu'effectivement, tout ce que j'avais fait avant m'avait donné beaucoup de structure dans la gestion de projet. Après, il y a un truc qui est plus compliqué, c'est la notion d'audace et de légitimité. Et de fait de sortir de sa zone de confort. D'oser y aller. Exactement. D'y aller et d'oser aller voir les gens. Et ça, je l'ai appris en fait, petit à petit. Alors c'est au fil de rencontres, de gens qui m'ont montré comment faire. Notamment, j'ai travaillé pendant quelque temps avec quelqu'un qui a failli devenir mon associé, puis finalement ça s'est pas fait. Mais lui, il avait une très grande capacité à rencontrer des gens très facilement. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et comme je dis toujours aux gens que je conseille aujourd'hui, je leur dis le seul risque que vous ayez, c'est d'avoir un non. C'est vrai. Donc allez-y. Faut tenter. Voilà. Allez-y, envoyez un mot LinkedIn à la personne à qui vous avez envie de parler. Allez voir des conférences, allez parler aux conférenciers après, en lui disant j'ai adoré ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut prendre un café pour en discuter plus en détail? C'est très très rare que les gens disent non. C'est vrai. Oui. Parce qu'on ne leur demande que de parler de ce qu'ils connaissent en fait. On leur demande pas 10 000 €. Donc ça en fait, une fois que j'ai compris ça, et ça je l'avais pas avant, et une fois que j'ai compris ça, je suis allée partout, j'ai rencontré des tas de gens. Alors je le fais pas encore assez parce que quand je vois certaines startups maintenant avec des mentalités particulières, je suis toujours impressionnée par ça. Mais en tout cas, j'ai appris assez rapidement à aller voir un maximum de gens pour plusieurs choses. D'abord, et ça, je retrouve le côté un peu scientifique. Il faut très bien connaître son marché. C'est écrit dans tous les bouquins. Il faut très bien connaître son marché. L'historique de son marché, pas toujours l'année -1. Oui. Ça fait du bien de remonter 10-20 ans en arrière pour comprendre les dynamiques et les forces qui sont à l'œuvre. Et les besoins, les besoins qui ont eu des effets sur le marché actuel. Et puis c'est quand même très sociologique, tout ça. Exactement. Donc bien connaître son marché et puis quelquefois aussi bien connaître d'autres marchés. Parce que par exemple, je vous donne un exemple. Moi, ce qui m'a frappé au début, c'était, et ça c'est vrai en coiffure en général, l'absence de notion de premium ou de luxe. Comment insuffler une qualité de service? Et ça veut dire quoi? Et là, j'ai
Alors ça vient pas en 5 minutes. J'ai beaucoup lu, je suis allée à des conférences sur le luxe pour avoir la capacité de s'extraire de ce qu'on est en train de faire pour aller chercher de la matière ailleurs. Dans d'autres domaines, pour pouvoir quelque part imiter, voire copier-coller des choses qui ne sont pas dans dans son domaine. Comprendre des mécanismes, comprendre des idées, comprendre des dynamiques, pour aller regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment ils ont résolu ce type de problème. Oui. Donc comment j'ai pensé au service client, j'ai pensé hôtel. Oui, bien sûr, évidemment. Donc la notion marque de luxe, etc. Maud, dont on parlait, m'avait invité à il y a un cercle qui s'appelle le cercle du luxe et de la création. Oui. Et à chaque fois que je me dis mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps là-bas, à chaque fois je suis revenue avec quelque chose. Bien évidemment. Parce que j'ai entendu une phrase, un témoignage, quelquefois un mot, une idée qui fait que ah oui mais ça c'est intéressant. Et c'est l'inspiration. Ouais. Voilà. Et du coup c'est à la fois l'entrepreneur il est très pragmatique, il a les pieds sur terre, mais vraiment il a la tête dans les étoiles. Parce que c'est le fait de regarder loin devant, il va donner l'inspiration, la vision, et puis d'aller chercher un peu ailleurs où on va apprendre des autres expériences, regarder ce qui se passe, aussi bien dans d'autres domaines que dans d'autres pays, et essayer de comprendre c'est quoi la dynamique que j'essaye de mettre en place et comment je vais m'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, je suis allée regarder plein de choses, et puis petit à petit, c'est drôle parce que j'ai écrit un book de marque. Ah oui. En fait, j'ai rencontré un super directeur de communication qui m'a dit Aude, c'est très important de poser les fondamentaux de ta marque. Voilà. Les brandings. Oui. Parce que tu as tout dans la tête. Il y a une espèce de connaissance intuitive qui se met en place parce qu'on a une intuition très forte de ce qu'il faut faire. Oui. Mais c'est quand même mieux de le rendre intelligible. Et de poser ça sur le papier parce que ça te donne quelque part ton manifeste qui après te permet aussi d'avoir un discours à transmettre aux personnes que tu vas rencontrer. Exactement. Et du coup, j'ai découvert aussi cette partie-là que je connaissais moins, parce que quand on est dans un grand groupe, les marques, elles existent depuis longtemps. On pose pas tous les matins la question de la définition de la marque. En tout cas, c'était pas dans mes mains à cette époque. Oui. Et donc là, j'avais tout à monter, en fait, comme un potier. Je dois donner la forme à mon truc. J'ai bien une intuition très forte de ce que je veux, mais c'est quand même mieux de le décliner. Et en tout cas, c'est ce que j'ai appris au contact de ces personnes-là et qui m'ont aidé à mettre sur papier, donc la marque Studio Anaë, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les valeurs, et ça va se décliner comment. Et puis après, je suis allée un cran plus loin parce que j'ai rencontré des gens qui travaillent sur des réseaux, des franchises, qui m'ont dit, c'est bien que tu as tes valeurs de marque, mais maintenant, il faut le décliner en ce qu'on appelle le manuel des savoirs. Bien sûr. Et en fait, tu déclines la totalité de ton process. C'est quoi un lieu Studio Anaë? Il s'y passe quoi? On y travaille comment? Quelle est l'expérience? Tes équipes, quelle est l'expérience? Quelle est la promesse? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Et je l'ai décliné encore. Et là, je balaye le travail de l'année dernière, en fait, où j'ai décliné ça en process écrit. De façon à ce qu'il y ait des cahiers de process dans chaque salon et que mes managers comprennent la façon dont je veux qu'on travaille. Donc tout ça, c'était un long chemin. Et ça, j'avoue que je savais pas le faire. Je savais pas que c'était si important. J'avais cette espèce de jaillissement interne avec exactement la notion de savoir ce que je veux, mais il faut traduire l'implicite en explicite. Tout à fait. Et c'est ce que je dis, on traduit finalement l'invisible en visible, et puis c'est ce qui permet aux autres d'adhérer au projet, et c'est ce qui permet finalement de créer une communauté, d'embarquer les gens avec nous, parce que finalement on leur fait adhérer à notre vision, à notre inspiration, et puis aux fondamentaux de ce qu'on veut développer. Et là, toi, c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais aujourd'hui, donc il y a 4 salons de coiffure Studio Anaë. Il y en a 3 à Paris et 1 à Lyon. Donc effectivement, toi, tu n'es pas partout. Cette marque, elle vit sans toi. Et même si toi, tu l'avais dans la tête comme une évidence, effectivement, faut que tu puisses la transmettre, qu'il y ait un document qui soit une transmission auprès des personnes qui représentent ta marque. Et bien évidemment, ça semble logique, hein, quand on va nous écouter, les gens vont se dire bah oui, bien sûr, mais c'est pas toujours inné de le mettre en place dans son entreprise et de ressentir l'importance, vraiment ce côté essentiel de la marque. Bon, moi, c'est vraiment mon savoir-faire depuis plus de 20 ans. Alors, bien évidemment, je suis convaincue.
Il y a énormément de personnes qui doutent encore de l'intérêt de passer du temps, parce que j'imagine que tu y as consacré énormément de temps et d'énergie. D'ailleurs, tu vois, si tu nous dis que tu as fini l'année dernière vraiment toutes ces transmissions, tu y es depuis 2015, j'imagine. Donc, et puis c'est un travail qu'on refait sans cesse, parce qu'on affine en fonction du besoin, en fonction des nouvelles cibles identifiées, en fonction aussi de notre environnement sociétal qui a bougé. Donc c'est jamais fini. Donc oui, c'est chouette que tu nous parles, justement parce que je voulais te demander comment tu avais construit ta marque. Donc merci d'avoir en fait voilà, au départ c'était très à la main quoi. C'était un carnet où je notais tout. En fait, j'ai pendant pratiquement 1 an et demi en préparation avant de me lancer, je notais toutes les idées possibles et imaginables, les citations, je collais des images, voilà, je récoltais un matériau à la fois qui vient de ma tête mais qui vient aussi de l'extérieur. Et c'est drôle parce qu'au moment où j'ai monté le salon, tout était là. Bah tout était là. Ouais. Tout s'est créé et du coup ça s'est aligné. Je donne un détail. Je vais pas trop diverger, mais en gros sur la décoration, moi j'adore m'occuper moi-même de la décoration des salons parce que j'ai des intuitions très fortes et que j'ai une vision de ce que doit être le lieu. Et tous les salons sont différents. Ça par contre c'est fait exprès. Et je me souviens, j'avais collecté pendant 6 mois en attendant les travaux un certain nombre d'objets qui étaient dans mon garage. Et le jour où le salon a ouvert, j'ai pris ma voiture, j'ai chargé tous les objets, je les ai tous installés et tout avait une cohérence. Et tout était à sa place. Oui, c'est génial. Mais oui, c'est génial. Et ça, c'était super émouvant. Super émouvant. Parce que tout d'un coup, le truc prend corps et on s'aperçoit que c'est pas déconnant en fait. J'en viens à la part de l'intuition parce qu'on a abordé l'audace. On a compris aussi que toi, tu avais un esprit, enfin de par les fondations de ta formation, tu as un esprit très cartésien, analytique, de recherche. Donc on pourrait se dire que t'es pas très porté sur l'intuition et sur des choses beaucoup plus impalpables. Or, d'après ce que j'entends, il est clair que tu te laisses guider aussi par des intuitions très fortes, ces espèces d'évidence qui te mènent et qui prennent forme. Et là, tu te dis ah bah oui, en fait, c'était ça quoi. En fait, c'était pas si simple. D'accord. Parce que t'as dû lâcher peut-être. Non, en fait, j'ai dû me rassurer. Ah oui. Parce que moi, j'ai un processus qui est basé sur le savoir. Mon processus de vie sur les 40 premières années, c'était j'apprends, donc je maîtrise. Et après j'applique. Et après j'applique. Et en sciences en particulier, on est très exigeant là-dessus. Bien sûr. Donc il y avait une forme de tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Et ça m'a toujours et ça continue d'ailleurs à me surprendre. L'assurance de certains posts, notamment sur LinkedIn, de gens qui affirment des trucs incroyables avec des mots comme universels. Enfin, ça me stupéfie toujours parce qu'on n'est jamais qu'une toute petite planète au fin fond de l'univers. Donc, j'aimerais bien qu'on me parle de l'univers. Enfin, bref, ça me fait beaucoup rire. Cette espèce de propension à vouloir se rassurer avec des mots ronflants, c'est terrible. Mais en fait, oui, la question c'est on a de l'intuition, mais il faut apprendre à lui faire confiance. Ouais. Alors, il y a des fois, on se trompe aussi. Du coup, c'est le risque de se tromper. Mais j'ai appris avec le temps que mon intuition était la bonne. Et donc, c'était juste. Voilà. Donc, petit à petit, j'ai fait confiance. Mais petit à petit. Il y a des gens qui vont beaucoup moins se poser de questions et qui vont tout de suite suivre leur intuition. Et je trouve ça génial. Après, chacun son parcours. Il n'y a pas une façon de faire. Mais mon intuition aujourd'hui, je sais que je lui fais pleinement confiance parce que je me suis prouvé à moi-même que ça fonctionnait bien. Donc, c'est pas du tout un processus inné. Oui. Après, moi, j'ai un côté, j'adore l'art et l'art est totalement libérateur, justement. Donc, j'aime me laisser porter par les côtés artistiques qui vont m'amener justement à libérer de l'intuition. Et ça m'aide énormément en fait. À prendre confiance aussi et à te faire confiance. Exactement. Donc l'intuition et l'audace et l'intuition sont quelque part tes nouveaux outils de chef d'entreprise. En tout cas, c'est ce que tu as développé là durant ces années d'entrepreneuriat, parce que c'était quelque part des outils que tu utilisais finalement assez peu, j'imagine, quand tu étais salarié. Exact, oui, complètement. Alors là, complètement, surtout quand on est pris dans des très gros processus qui sont des
idées à plusieurs dizaines de personnes ou centaines de personnes. Oui, où on est un maillon de la chaîne, où finalement ton petit avis, ton ressenti. Ouais. Ben, j'avais essayé à l'époque, mais je me suis aperçue, et je le comprends aussi, hein, quand il y a un bateau qui va quelque part, le petit matelot sur le pont, s'il commence à s'exciter en disant mais non, faut tourner à droite, on fait pas virer le paquebot comme ça parce qu'il y en a un qui dit faut tourner à droite. C'est clair. Donc j'avais émis un certain nombre d'idées, d'ailleurs qui sont les idées que j'utilise aujourd'hui, mais personne ne les a entendues. Mais parce que ça pouvait pas rentrer, ça rentrait pas dans ce cadre-là, ça fonctionne pas. Donc c'est là où je me suis dit aussi, mais en fait, si je veux le faire, il va falloir que je sorte parce que c'est pas possible en fait. La structure est trop grosse et trop lourde, et les chemins décisionnels sont tellement complexes, avec en plus des choses extrêmement complexes qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le marché, la taille de la société, son objectif de croissance, et puis il faut pas se le cacher aussi, dans les grosses entreprises, des luttes de pouvoir entre des gens. Bien sûr, évidemment. Donc on peut avoir une méga bonne idée, mais si on n'est pas dans la bonne équipe, ou que ça vient percuter les intérêts de carrière d'un autre, on va se faire écraser. On ne sera pas écouté. Ouais. Voilà. Donc, et l'idée ne verra pas le jour. C'est d'ailleurs pour ça souvent que les innovations se font dans les petites sociétés versus les grosses. Bien évidemment. Il y a plus de place pour ça. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'audace et l'intuition. L'audace, ça j'en ai toujours eu parce que j'ai cette gourmandise qui fait que dis bon, j'y vais. Je peux pas résister, j'y vais. Ouais. Et l'intuition, apprendre à faire confiance à son intuition et à se dire, bah, finalement, j'avais raison, donc je vais arrêter de perdre du temps. C'est comme les consultants. Après 4-5 années, donc là, ça fait 9 ans que j'ai créé cette marque. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a 4 salons. Quand j'avais deux salons, on voit arriver des consultants parce que je vais toujours, moi, des trucs d'entrepreneurs pour écouter, pour apprendre. Voilà, comme si je repartais toujours de zéro. Et donc, il y a forcément des gens qui m'approchent en disant, mais c'est super, je suis consultant en ceci ou en cela, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et au début, je me dis, moi, je pense toujours que l'autre sait plus que moi. Là, c'est super. J'écoute, ou on va faire une première session. Puis après, je regarde, je me dis, mais en fait, j'aurais pu le faire moi-même. Je savais pas. Oui, c'est ça. Oui. Et quelquefois mieux. Alors, faut pas tomber dans l'excès inverse, d'avoir trop de confiance, etc. Mais reconnaître quel est l'endroit où on est à l'aise, en fait. Qu'est-ce qu'on sait bien faire. Et à l'inverse, là, je prends par exemple l'exemple de l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de difficultés avec le monde digital parce que c'est pas mon monde. Moi, j'ai grandi, j'ai 50 ans, donc c'est pas mon monde du tout. Ouais. Par contre, je sais que c'est pas mon monde. Oui. Donc, au lieu de me raquer et de me dire, bah, c'est de la merde, tu t'entoures. Je vais plutôt aller voir en me disant, vous faites quoi? Expliquez-moi votre métier. Vous faites quoi? C'est quoi votre truc? Je comprends pas, en fait. Et en quoi ça va m'être utile? En fait, il y a des trucs extraordinaires. Et qui sont utiles, là, toi, pour tes entreprises? Je suis en train d'y réfléchir. Ok. Je suis en train d'y réfléchir. Tu vas trouver la passerelle. Il faut se dire, mais je me trompe peut-être, hein, mais je le dis quand même, il faut toujours être le capitaine de son projet. Bien sûr. C'est moi qui décide. Et j'assume complètement de me tromper. Et c'est toi à la barre. Et par contre, donc c'est toi qui donne la direction. Donc si je fais rentrer un nouvel outil, c'est pas l'outil qui va diriger ce que je vais faire. Évidemment. Je vais faire rentrer l'outil pour servir my purpose, comme disent les Anglais. Mon objectif, mon but, ma vision. Et on va le faire intelligemment. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là, je suis en train de me pencher sur tout ce qui est donc la CRM, l'AI, l'AI, l'intelligence artificielle, ou l'IA en français. Donc, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, on fait des mails automatisés sur des bases de données clients, on envoie des promos. Ouais. J'ai dit, mais il n'est pas question que j'envoie des promos sur mes clients. Ce n'est pas mon image de marque. On n'est pas à Carrefour ici. Par contre, qu'est-ce que je vais faire de mon mailing derrière? Qu'est-ce que je vais proposer à mes clients après le rendez-vous? Ça m'intéresse. Oui, voilà. Ouais. Avec une autre valeur ajoutée. Voilà. Sauter sur le truc tout fait de dire, ah oui, on fait des super mailings pour les promos, pour le balayage. Non. Ouais, bien sûr. Donc c'est comment toi tu vas mettre l'IA au service de ta marque et de tes salons. Exactement. Et en fait, il faut trouver
la personne qui va comprendre ça. Bien évidemment. Et qui va pouvoir se mettre dans la posture d'être en adéquation avec ton univers de marque, et ton plan de développement, ta vision, et qui va se mettre au service de ce que tu envisages, en fait, pour le développement de ton entreprise. Exactement. Et du coup, ça suppose, d'avoir bien réfléchi à ce que l'on veut. Oui, tout à fait. Et à ce qu'on ne veut pas. Là, je vois sur le débat que j'ai régulièrement avec la personne de mon équipe qui fait le community management sur Instagram. Oui. Il dit, mais regarde, un tel, elle a un Instagram, elle fait ci, elle fait ça, tatati, elle est montée à tant de machin, tant de pourcentage. Oui, je dis, mais elle, c'est pas nous. Donc non, on va pas copier sa façon de poster, son Instagram, même si j'ai bien conscience que ça fonctionne bien. Pour elle. Bien comprendre, voilà. Ça fonctionne bien pour elle. Je veux bien essayer de comprendre les exigences d'Instagram, d'accord, mais on va pas se mettre à faire les pieds au mur juste parce qu'Instagram a dit ça. Et ça, je suis un peu têtue là-dessus, mais je suis persuadée que garder son identité de marque et garder sa façon de travailler et son intégrité. Eh oui, c'est important dans le long terme. Bien sûr, évidemment. Parce que les tendances passent. Voilà. Il y a des feux de paille, tout le monde s'excite, faut faire ci, faut faire ça, faut faire. Mais du coup, moi, je le vois bien, je regarde beaucoup Instagram. Enfin, je vais pas encore aller sur TikTok. En fait, ça m'énerve tellement que j'ai un peu de mal. Mais je regarde beaucoup Instagram, je regarde les choses et je vois bien, il y a des choses qui se lancent, ça dure 1 an, après ça passe, on passe à autre chose. Et du coup, la question que je me pose tout le temps, c'est à quel point faut y aller, à quel point faut pas y aller. Je veux bien qu'on y aille, mais à notre façon, avec nos valeurs. On va pas se perdre en route. Je veux que les gens retrouvent les valeurs de la marque dans tout ce qu'on fait. Donc, oui, il faut pas être borné, mais faut avoir une forme de flexibilité, mais tout en gardant son core main value. C'est vraiment le cœur. J'ai toujours, c'est le noyau de l'abricot. Le noyau de l'abricot, il est super dur. Et l'abricot, il est moelleux. C'est un petit peu comme ça, donc c'est la thèse de l'abricot, pour rester moelleux dans les relations, essayer de comprendre ce qui se passe, absorber les changements, absorber l'innovation, mais avoir son noyau bien dur parce qu'on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et puis, toute ta clientèle et tes partenaires, eux, ils ont adhéré, enfin, ils sont en adéquation avec ce noyau. Donc, tout d'un coup, si tu changes de cap tous les 3 mois en suivant les tendances d'Instagram, tu perds aussi la confiance et la fidélité de ces personnes qui t'accompagnent depuis le début et qui, elles, attendent une garantie de valeur de la part de ta marque. Par contre, il y a un truc que je rajouterais, parce que ça, c'est très, surtout chez les scientifiques, parce que je vois pas mal de jeunes femmes qui lancent leur marque, etc. Il y a un truc que les femmes en particulier, et les femmes scientifiques encore plus, font pas très bien, c'est parler. C'est-à-dire parler de leur marque, faire savoir. Oser faire savoir, parce que... Voilà. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vrai, alors, ça se décline dans plein de lieux. Dans le monde professionnel, il y a plein de femmes, et ça c'est dit et redit par plein d'autres gens que moi, qui ne demandent pas, pour persuader que de faire bien son travail, ça va suffire. Oui, tout à fait. Or, l'avancement professionnel, on sait que les hommes sont tout le temps en train d'aller réclamer, de demander des avances, des changements de poste. Oui, ils sont proactifs. Ils sont proactifs. Voilà. Et les femmes continuent à travailler tranquillement dans leur petite case en disant on va bien finir par en silence que je travaille bien. En silence. Oui. Exactement. Et donc pour moi c'est un fil féminin qui est assez cohérent. Enfin, on retrouve en transversal dans plein de domaines. C'est vrai. Et donc dans le monde de sa propre marque ou de l'entrepreneuriat, c'est très important de sortir de sa boîte et d'aller parler de ce qu'on fait et d'aller réclamer. On sait que les emprunts dans les banques, les femmes, elles empruntent 30 à 40% de moins que les hommes, systématique, à projet égal. Ah oui. On sait que les levées de fonds par les femmes, il y en a beaucoup moins. Donc il y a ce côté, je travaille et ça va. En gros, regardez comme je travaille bien. Ouais, bien sûr. Regardez comme je travaille bien. Et comment ça se fait que ça vienne pas seulement. Mais je fais du bon travail. Et c'est pas la question en fait. Et ça, c'est compliqué. Il faut apprendre à parler et faire savoir. Et c'est pas seulement bien de faire, mais il faut le faire savoir.
Et toi, est-ce que pour toi, ça a été un défi, ça? Ou tu l'avais déjà en toi? Oui, ça a été un défi. Ouais. Complètement. Parce que j'ai ce côté un peu buté, besogneux. Je travaille. Oui, tu te concentres sur ta tâche. Tu te concentres sur ta tâche. Et puis, déjà, quand tu as finalisé cette tâche et qu'elle est accomplie, tu te dis, bon, bah voilà, le job est fait. Sauf que après, il faut communiquer autour de cette tâche. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fini par me dire, non, mais autre que tu le veuilles ou non, il faut que tu fasses. Faut que tu sortes parler et il faut que tu fasses travail. parler. Ouais, bien évidemment. Et alors justement, là, on parle de ce défi que tu as relevé. Est-ce qu'il y a eu des peurs ou des émotions particulières que tu as ressenties, toi, durant tout ce parcours, là, depuis ces dernières années? Est-ce que tu en ressens encore? Est-ce qu'il y a des choses que tu essaies de dépasser et que tu n'arrives pas à dépasser? Toujours pas de page LinkedIn qui est correcte, hein. Ça me saoule. En fait, il y a plusieurs choses. La peur, c'est la peur de dire tout ce que tout le monde a déjà dit. Ouais, c'est ça. En fait, dès qu'on écrit un truc, sur le moment, c'est toujours pareil, à 2h du matin, c'est génial. On se dit, c'est une super idée. À 8h du matin, on est là, oh là là, mais quel désastre. Non pas que ce soit mauvais, mais j'ai un côté, moi j'aime bien l'humilité, en fait. Ouais. C'est difficile de parler et puis de composer ça avec son humilité. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on est une poussière sur une toute petite planète au milieu de l'univers quand même. Donc faut se détendre un peu là. On a l'être humain est grandiloquent en permanence. Et ça j'ai beaucoup de mal avec ça. Du coup, il y a des fois, je me lance dans une diatribe, je me lance dans un super écrit que je trouve génial. Je le relis 2 heures après, je fais mais n'importe quoi. Mais il faut jamais faire ça. Faut pas le relire 2 heures après. Il faut l'envoyer direct. Il faut le poster direct. Non, mais ça, c'est aussi un conseil aux personnes qui nous écoutent. C'est qu'en fait, quand on est dans l'instinct, tu vois, ça vient du cœur. J'imagine qu'à 2 heures du matin, quand tu écris quelque chose, c'est une impulsion. C'est quelque chose d'assez essentiel que tu as besoin de poser. Et c'est vrai que moi, je pars du principe que toute communication qui est faite avec le cœur, dans cet élan du cœur, elle est juste. Et on a souvent l'impression qu'on répète, qu'on a fait comme le voisin, que ça a déjà été dit 1000 fois, que on va pas revenir avec sa petite graine pour redire la même chose que quelqu'un hier ou avant-hier. Et finalement, c'est un angle de vue qui est tout à fait singulier, qui t'est personnel et qui va éclairer des personnes à un autre niveau. Peut-être qu'elles ont déjà eu cette information, mais pas de la même manière et qu'elles l'ont pas intégrée en totalité, par exemple. Et qu'en lisant ton post, elles vont avoir une révélation, quelque chose qui va s'éclairer, s'illuminer, où elles vont se dire, ah mais oui, j'avais déjà entendu parler de ce sujet, mais pas de cette manière, et là, tout s'éclaire. Et ça, c'est vrai que c'est bien d'être humble, mais dans la communication et dans le faire savoir, comme on vient d'en parler, c'est nécessaire finalement de dépasser un peu cette limite de l'humilité pour se dire, bah, on sait jamais, même si ça éclaire une personne, ben je poste, voilà, parce que j'aurais au moins fait ma tâche pour aujourd'hui et j'aurais communiqué ce que j'avais à communiquer, même si c'est juste une personne. Et finalement, c'est souvent pas une, mais 15 ou 20 ou 100, et ça va, enfin, l'effet est boule de neige, évidemment. Et puis on s'autorise quelque part à prendre cette parole dont tu parlais, qu'on n'ose pas, nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, c'est vrai qu'on se restreint beaucoup. Et cette parole, ben, on a le droit aussi de prendre le bâton de parole de temps en temps pour dire des choses, même si elles sont simples, même si elles sont basiques, même si elles ont déjà été dites, pas tout à fait de la même manière. Donc, ouais, c'est un défi, ça aussi, c'est un défi du quotidien. Ça le reste. Hein. Je vais autant sur la marque, sur le salon, je sais qu'il faut le faire, donc là, voilà, on est en train d'y travailler. Ouais. Mais autant sur ta communication personnelle, oui, en tant que chef d'entreprise. Ouais, voilà, exactement. Alors après, j'ai discuté de ça. Je me suis inscrite à un petit programme qui s'appelle Bloom, en fait, qui est fait par les Forces Femmes, c'est une association tout à fait, je connais. Femmes seniors, chefs d'entreprise. Et il y avait 10 jours de formation en 2023. On était 10, c'était super. On a vu plein d'intervenants pendant, on va dire, tout compris, c'était en 3 sessions, mais une grosse semaine. Et j'étais mentorée par Delphine Coutable de l'agence Récupérus, qui est une personne formidable. Ouais. Elle me disait, mais vas-y, fais-toi un petit calendrier éditorial et vas-y, il n'y a aucune raison, t'as plein de trucs à raconter. À chaque fois que quelqu'un me dit, oui, c'est vrai, mais après,
Ouais, tu l'intègres pas. La petite machine se remet en route, mais qu'est-ce que je vais écrire? Ça a déjà été écrit 10 000 fois, bien mieux. Après, je regarde les posts des autres et je me dis, après tout, c'est agréable. Je prends du plaisir à lire les posts des autres. Pourquoi pas? Ben oui. Il y a des gens qui écrivent des choses intéressantes. Donc, après tout, je peux espérer qu'en écrivant à peu près correctement des trucs simples, ça puisse avoir un impact, bien sûr. Ouais. Alors donc, Aude, voilà. Je vois que le temps passe très vite. J'ai plein de questions encore, mais je pense que je vais t'en poser 2 ou 3. On n'a pas parlé de l'aventure humaine parce que évidemment, la construction de ces salons, c'est bien évidemment des salariés, c'est aussi des professionnels, des experts du cheveu, puisque c'est quand même ça, toi, ton cœur de métier. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure humaine au sein des studios Anaé et comment toi, t'as développé cette aventure? Est-ce que ça t'a challengé aussi, puisque là, d'un coup, tu te retrouves à être finalement la boss de plusieurs équipes? Comment ça se passe pour toi? C'est la partie la plus difficile. Ouais, évidemment. Parce que c'est des êtres humains, donc ils sont changeants. Ils sont pas toujours communicants, surtout en coiffure, parce que en coiffure, les gens sont éduqués dans des systèmes étroits en termes managériaux. Donc, ils arrivent dans mes équipes quand ils ont des années d'expérience. Ils n'ont pas forcément eu des super expériences managériales avant. Donc, le temps de se faire confiance, de se parler, c'est à nouveau exprimer les évidences. Donc, moi, je prends le temps d'expliquer, et comme je le faisais dans mes équipes quand j'étais dans le grand groupe avant, L'Oréal, prendre le temps d'expliquer comment je fonctionne. Parce qu'en plus, j'ai pris conscience, et ça c'est déjà vrai à L'Oréal, mais encore plus en coiffure, moi je fonctionne comme les Américains. J'ai été coachée par un manager qui avait été formé en Angleterre par une boîte américaine, et en fait, j'ai absorbé tout son mode de management. Donc, un management avec... Je suis la dirigeante. Donc, oui, clairement, c'est moi qui décide sur un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas parler. Or, installer une parole égalitaire, installer des espaces où on peut échanger, et un collaborateur a le droit de râler, de protester, de vouloir que ce soit autrement. Il a le droit d'avoir des ambitions. Il a le droit d'avoir envie de partir. Il a le droit de penser que quelque chose est injuste. Il faut juste venir me le dire. Mais ça, c'est compliqué. Parce qu'on libère pas la parole comme ça par un claquement de doigts sur des gens à qui on a appris à être debout dans un salon en silence, à qui on faisait faire les serviettes et les bols pendant 3 ans de leur apprentissage, et à qui qu'on paye au lance-pierre quand ça chante. Et puis avec un rapport hiérarchique très fort, parce que finalement, et puis totalement archaïque. Oui, c'est ça, j'allais dire arriéré. Oui, totalement archaïque. Alors déjà, il y a des bases. Moi, j'ai découvert, quand j'ai payé mes employés sur le premier salon, je mettais un point d'honneur à les payer au 28, parce que je savais que tout le monde a son loyer, bien sûr, qui tombe au 30. Les gens étaient surpris. Ils me disent, mais Aude, des fois, on était payé le 5, on était payé le 10. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible. Ça n'arrivera pas. De respecter le droit du travail. Et d'expliquer le droit du travail. Parce que quand quelqu'un a vu son patron prendre de l'argent dans la caisse et se barrer avec, quand on essaie d'expliquer que la rectitude c'est important, que la rigueur c'est important, il l'a pas vu en fait. Quand on lui a zappé sa pause déjeuner, quand on lui a zappé ses heures de récup, sous prétexte que c'était Noël ou je ne sais quoi, du coup, il a tendance à passer sur un mode de fonctionnement qui est, de toute façon, ça sera injuste, donc je vais me rattraper par un système aléatoire. Enfin, je vais bidouiller moi aussi, puisqu'on a bidouillé avec moi. Donc, il faut tout réinstaller. Sur des bases saines et loyales. Exactement. Donc, j'ai fait du coup, j'ai écrit une note de service dans laquelle on explique exactement comment on fonctionne. Quand quelqu'un arrive, je lui explique mon fonctionnement. Mais ça prend du temps, parce que il suffit pas que je dise. Les gens se disent, si je leur dis, tu peux venir me parler, ça veut rien dire. Bien évidemment. Parce que le patron d'avant, il a peut-être dit ça aussi. Oui. Tu désinstalles le jour tu désinstalles un système, en fait. Réinstaller. Oui, c'est ça. Voilà, des bonnes pratiques managériales. Il faut partager sa vision. Et il faut essayer d'impulser. Alors, je voyais ma dernière réunion avec les managers, je leur ai demandé d'avoir encore plus d'autonomie. Parce que c'est important aussi qu'ils apprennent à être complètement autonomes sur la gestion de leur équipe. Mais il faut qu'ils comprennent le management que moi j'insuffle. Donc, c'est
aussi les former. Donc là, je suis en train de les former, mais c'est un énorme travail. C'est jamais acquis. À chaque fois que je me suis dit c'est bon, l'équipe est stabilisée, boum, il y a un départ, il y avait un truc, et voilà. Allez, ouais. Et c'est en mouvement perpétuel. Il faut l'accepter, c'est très difficile, et c'est beaucoup plus difficile que de gérer du matériel ou du projet. Si je décide de la mise en place d'une stratégie digitale, j'ai un papier, un crayon, j'ai un phasage. Personne ne va venir. Ça va pas bouger. C'est vrai. Alors que quand on gère des êtres humains, ben voilà, ils sont vivants, ils ont des besoins, ils ont un enfant malade, ils ont une perte de sens, ils en ont marre, ils ont envie de changer. Ils se projettent vers des trucs dont on sait soi-même qu'ils sont pas capables de les faire. Ça, c'est très compliqué. Mais oui. Ça, c'est très compliqué. Parce que moi, j'ai vraiment ce côté en me disant, mais peut-être qu'en le mettant en situation, les choses vont arriver. Donc il y a des fois, je sais que par rapport à d'autres managers, je vais perdre du temps, perdre un peu de rentabilité, parce que je laisse la personne essayer. Et puis la personne vient finir par me dire, bah non, en fait, c'était pas ça. En fait, ça me convient pas. Et je le savais, mais on peut aller brutalement, frustrer la personne. Après, je sais très bien que ça va rester, ça va être compliqué à gérer. Alors que si on a pris le temps d'avancer ensemble, et que je l'ai mis en situation et que la personne s'aperçoit d'elle-même que non, elle n'est pas faite pour ça, ou au contraire, ça va très bien, on est beaucoup plus serein. Mais le nombre de gens, et ça c'est la gestion des talents, c'est un truc de fou. Mais bien sûr. Il faut toujours se demander, quand on a quelqu'un face à soi, quelle est la meilleure position que je peux trouver pour cette personne. Parce que quand on met la personne au bon endroit, elle délivre un max, elle est heureuse, tout le monde est heureux. Donc, il faut pas être borné. Il faut toujours se demander, quand quelqu'un a des talents, notamment, j'ai des patrons de salon qui râlent souvent parce que les jeunes, ils ont leur téléphone dans la main. Oui. Et je leur dis, mais confiez-leur les vidéos d'autres salons. Oui, au moins ce sera utile. Il y aura une vraie. De toute façon, ils sont meilleurs que nous. Oui, c'est vrai. Oui, c'est intuitif pour eux, c'est évident. Ils utilisent les outils mieux que nous. Donc, au lieu de lutter en disant non, fais-moi les bols et les serviettes, ok. Fais-moi les bols et les serviettes parce que ton travail contribue au travail des autres, c'est très important. Mais par contre, tu vas me faire une liste de portraits des coiffeurs du salon et tu vas les réaliser toi-même. Génial. Et ça, c'est sur ton temps de travail, faut pas non plus déconner. Non, mais je veux dire que, à un moment donné, qu'est-ce qu'on perd? La personne, elle est super contente. Elle a une valeur ajoutée. Elle a montré un talent par rapport aux autres parce que l'apprenti, c'est pas toujours facile. Tous les autres sont meilleurs que lui. Oui, c'est jamais terminé. Oui, c'est ça. Avec c'est hyper important de valoriser tous les talents que tu as dans l'équipe. Et alors, je vais basculer peut-être sur les dernières questions parce qu'effectivement, on a beaucoup à dire. Oui, vas-y, ajoute. Ouais. Sur le management humain. Oui. Moi, un truc que j'ai appris sur Instagram, c'était un influenceur américain qui s'appelle Gary Vee. Et quelqu'un pose la question en disant je comprends pas, j'embauche des gens mais ça marche jamais. Soit ils partent, soit je suis obligée de les virer. Et Gary lui répond mais ce sera jamais vous en fait. Vous faites une erreur. Vous cherchez vous-même. Ah mais oui. C'est-à-dire que vous cherchez dans vos employés la même motivation, le même cœur, la même ambition, la même vision que la vôtre. Mais ça c'est impossible. Et deuxième chose, l'employé parfait n'existe pas. Mais oui. Donc, si on renonce à ces deux fantasmes, c'est beaucoup plus simple. Oui, et puis on baisse le niveau d'attente et de pression. On baisse le niveau d'attente et de pression. On ne cherche pas son propre clone. Il y a personne d'autre que moi qui peut penser comme je pense et qui peut vouloir les choses que je veux. C'est normal, c'est ma boîte. Évidemment. Je vais quand même pas demander à quelqu'un d'incarner ma boîte aussi bien que moi-même. Donc, c'est normal qu'il y ait un hiatus. Et puis, deuxième chose, l'employé parfait n'existe pas. Moi, j'ai vu des employés qui m'ont dit, oui, mais un tel, en tant que manager, il fait jamais ci, il fait jamais ça, il est pas bon là-dessus. Je dis, oui, c'est vrai, il est pas bon là-dessus. Toi, t'es bon en tout. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est avoir un regard réaliste en se disant, il est pas très bon là-dessus, je vais lui mettre quelqu'un à côté qui va l'aider sur ce point-là. Par contre, il est très bon là-dessus, donc là, tout le monde va en bénéficier. La personne parfaite n'existe pas. Et limite presque, c'est dangereux. Si on trouve quelqu'un où tout a l'air parfait, la personne dit rien, fait son super boulot, dit jamais rien,
c'est qu'il y a quelque chose. C'est limite qu'il y a quelque chose, c'est que la personne est peut-être avance, peut-être c'est douteux. Ouais, tout à fait. Oui, je comprends. Donc ça, la personne, le manager parfait ou l'employé parfait n'existe pas et personne ne peut être son propre clone. Ça, c'est très important. Alors, j'avais envie aussi de parler de l'aspect financier, mais est-ce que tu crois qu'on peut en parler vraiment quelques minutes sans trop développer sur voilà, où est-ce que tu en es, comment t'as construit, est-ce que tu as fait des levées de fonds, est-ce que c'est une construction uniquement avec les ressources des studios, comment ça s'est organisé et quelle est ta vision là pour les années qui viennent? Alors au début, pour l'instant, j'ai fait que du prêt bancaire, pour être très clair, parce que j'avais demandé conseil à un DAF. Il m'avait dit tant que vous êtes sur des ouvertures de salon, tant que vous êtes sur des lieux physiques, le prêt bancaire c'est très bien. Vous diluez pas votre capital. Après, j'ai envisagé une levée de fonds parce que j'aimerais développer toute la partie immatérielle, c'est-à-dire vraiment le transversal, le digital, la communication, le branding, mais aussi la formation, les séminaires. Enfin, j'aimerais développer toute une bulle d'activité qui n'est pas directement liée à des lieux et qui est plus ce qu'on appelle les moyens communs, plus voilà des volants digitaux très intéressants et sur lesquels il y a besoin de fonds. Et c'est là où je commence à envisager une levée de fonds. D'accord. Pour de la transmission pure, finalement. En fait, pour pouvoir avoir les moyens d'aller de scaler un petit peu plus vite, d'avoir notamment une équipe en transversale. Moi, j'aimerais avoir une équipe de 3-4 personnes avec moi parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Bien sûr. Mais je peux pas tout faire toute seule. Et du coup, j'ai besoin d'avoir une organisation un petit peu plus importante. Donc, tant qu'on est sur des lieux physiques, on peut financer chaque lieu physique par un prêt. Mais tant qu'on est sur de l'immatériel, que ce soit des moyens communs, une équipe, une stratégie digitale un petit peu plus approfondie, là, c'est quand même, une banque ne prêtera pas vraiment pour ça. Donc, là, j'ai quand même trouvé un prêt BPI intéressant, donc je suis en train de l'activer pour mettre en place des outils digitaux, parce que la BPI est quand même un super truc. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a plein de volants à activer, et c'est vrai que j'avais pas trop regardé, donc là, je suis en train de regarder. J'ai commencé à contacter les investisseurs, et ça me permet aussi de voir quelles sont leurs attentes. Et là-dessus, j'ai quelques points encore à améliorer pour pouvoir vraiment dire oui, là j'y vais, je suis prête, allez-y. Il y a des gens intéressés, mais ils attendent un peu de moi que je m'améliore sur certains points. Donc après, moi, ce que je voudrais, je voudrais un réseau de salons, de 10 à 15 salons sur l'Europe de l'Ouest. Ah ouais, c'est ton ambition. Ouais. Wow. Parce que j'aimerais fonctionner vraiment comme un réseau avec un flagship par pays, et puis voilà, quelque chose, une vraie existence en fait, une existence de la marque complètement ancrée avec des process, avec à l'international, qui fonctionne bien à l'international. Ok. Et je sais qu'il y a de la place pour faire ça. Dans le marché aujourd'hui, il y a de la place pour faire ça. Et la façon dont on a de travailler, il y a de la place pour le faire. Maintenant, si je fais ça avec du prêt bancaire, ça va être très très long. Si je fais une levée de fonds, l'avantage c'est que j'ai des moyens moteurs qui sont plus puissants, qui me permettent d'embaucher du monde et pouvoir voilà, ne plus avoir tout dans la tête, mais donner des fonctions bien précises à chaque personne et que ce soit fait. Parce que là, moi personnellement, oui, là 4 salons, c'est explosif quoi. T'es déjà à la limite, à ta limite personnelle. Oui, parce que je peux pas tout bien faire. Bien sûr. En plus, je suis un petit peu pénible. J'aime bien. Le perfectionnisme. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, je sais que là, c'est la limite, et c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut structurer. Il faut déléguer. Ouais. Voilà. Toute l'année dernière, je me suis dit il faut structurer l'organisation, donc finaliser tous les process, former les managers, écrire exactement tout ce qui doit être fait, se doter d'outils et digitaux et autres qui sont plus puissants. Et puis la levée de fonds, c'est aussi pour avoir une vraie équipe qui permet de travailler directement. Bien sûr. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses en tête. Donc après, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et là, alors il y a des fois, je me dis mais pourquoi tu restes pas tes 4 salons? Tu pourrais rester tranquille comme ça. Mais en même temps, j'ai plein de trucs dans la tête. C'est dommage. J'ai quand même envie d'essayer. Puis quand je vois des gens qui se lancent, qui lèvent des fonds sur des projets qui sont beaucoup moins aboutis. Mais oui, pourquoi tu t'embêtes? Et
Faut y aller. Tu te restreins, vas-y. Encore une fois, il faut oser. C'est ça. On ne risque qu'un nom. Oui. Donc, on peut toujours essayer. Alors, justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un conseil ou quelque chose que tu aimerais ajouter pour donner l'envie aux femmes qui veulent lancer un business ou celles qui démarrent tout juste ou celles qui sont un peu plus avancées mais qui se posent plein de questions? Qu'est-ce que toi, tu aimerais ajouter là à notre conversation comme conseil? Le double conseil qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est double attitude. C'est à la fois beaucoup de travail et beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'imaginaire, d'audace et d'intuition. Les deux. Génial. Oui, c'est un combo, c'est le combo gagnant vraiment. Oui, pour avoir. On peut pas faire l'économie du travail. Ça, c'est pas possible. Je n'y crois pas une seconde. Faut arrêter de se raconter que voilà, c'est de l'argent facile, on va monter un salon, ça va tourner tout seul. Non. Ça, j'y crois pas une seconde. Donc, bossez, remontez les manches et à la fois, laissez-vous rêver. Mais comme disait Denzel Washington, il faut transformer ses rêves en objectifs. Et donc, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut les transformer en objectifs. Pour ça, il faut du travail. Et ce qu'il appelle, lui, ce que j'adore, c'est the courage to start and the consistency to finish. Donc le courage pour commencer et la pugnacité, la persistance, parce que consistency en anglais c'est un petit peu double. C'est persévérance. La cohérence. Et ça un petit peu de cohérence dedans. Cohérence, persévérance, pugnacité. Et c'est ça qu'il faut. Génial. Et ça, voilà. Donc c'est le fuel du moteur, mais on a le droit de rêver. Mais à un moment donné, il faut se mettre au bout. Il faut y aller. Ouais. Exactement. Alors, merci pour ce conseil pour toutes. Et est-ce que tu peux nous partager une ressource? Alors, je sais pas, ce que tu veux, un film, un livre, une méditation, enfin quelque chose qui t'aide à garder le cap et puis qui te nourrit. Alors là, on a compris que là où tu étais, le lieu où tu étais encore en ressourcement te fait beaucoup de bien, mais peut-être que tu as quelque chose qui pourrait être transmis à d'autres chefs d'entreprise. Alors oui, il y a le discours de Stanford en 2005, je crois, de Steve Jobs, qui s'appelle Connecting Dots. Parce qu'en fait, il raconte qu'il a construit Apple parce qu'avant, il s'était promené dans des trucs qui n'avaient rien à voir et que tout a pris corps quand il a fait Apple. Notamment la calligraphie. Il s'était fait virer, en fait, et du coup, il est parti à la fac étudier des trucs un peu bits and pieces, des petits morceaux par-ci, par-là. Et puis tout a pris corps, en fait, tout a pris sens parce qu'il y avait une espèce d'intuition profonde qui était à l'œuvre. Donc voilà, Connecting Dots de 2005 Stanford de Steve Jobs. Génial. Et le deuxième, c'est à nouveau Denzel Washington, le discours qu'il a fait pour son prix d'honneur, où il parle de ça, c'est assez long, enfin c'est assez long, ça prend 5-7 minutes. Ce fameux consistency, it needs courage to start and consistency to finish. Et il dit see you tomorrow, wake up at 8, back to work. La conclusion du discours, c'est levez-vous le matin, allez travailler, faites votre travail, continuez. On se voit demain matin sur le plateau à 8 heures. Tous les jours. Ouais, tous les jours. C'est ça, c'est ça. On vient de voir les JO. C'est ça. Mais c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Les athlètes, c'est parce que c'est cette régularité, cette discipline au quotidien et sur la durée qui apporte le résultat. Ouais, tout à fait. Exactement. Et ça, il y a pas de façon, il y a pas de moyen magique. Mais c'est bien de le rappeler parce qu'avec tout ce qu'on nous transmet, on a l'impression qu'on travaille 3 heures et on va gagner 10 000 euros par mois. Non, je n'y crois pas non plus. Est-ce que tu aimerais, est-ce que tu as une idée d'une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast? Ça c'est intéressant. Alors oui, parce que je la trouve incroyable. Je suis en train de discuter avec elle d'ailleurs. Karen Jouve, J-O-U-V-E de Doors 3, donc Doors comme des portes en anglais 3. C'est la seule personne en conférence qui a réussi à me faire comprendre l'IA. Et la blockchain. Le blockchain, c'était un gros mot pour moi. Elle était à cette conférence et elle est incroyable. Ok, mais écoute. Voilà, straight to the point, vraiment, elle bosse, elle développe des concepts, ils sont hyper dans l'innovation.
Et en même temps... Et c'est clair et accessible, visiblement. Et il y en a une deuxième, tant que j'y suis, c'est Marine Crouzet. Super fille, qui a en fait développé sa marque et qui s'est pris de passion pour le développement web, et du coup, elle est devenue full stack développeur. Ok. Marine Crouzet, c'est R-O-U-Z-E-T. Parfait. Génial. Ok. Des filles d'une intelligence extraordinaire. Bon, c'est tout ce qu'on veut sur Flamboyante, donc c'est parfait. Et où est-ce que l'on peut te retrouver? Alors, et bien évidemment, les salons sont ouverts, donc 3 à Paris, et on trouve facilement les adresses, et 1 à Lyon. Voilà, exactement. Et puis toi, dans peu de temps, on va pouvoir lire tes posts sur LinkedIn, donc j'imagine. Je vais essayer. Chaque fois je dis ça, je vais essayer. Faut vraiment que je m'y mette. On peut entrer en contact avec toi sur LinkedIn, c'est le plus simple. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Si des personnes sont vraiment touchées par ton projet et par aussi le cœur que tu mets à trouver des solutions pour les cheveux frisés et crépus, et pas que d'ailleurs, puisque vos services sont ouverts, l'expertise est ouverte aux multi-textures. Donc c'est sur LinkedIn qu'on te retrouve. Exactement. Bon. Mais en tout cas, Aude, merci. Je te remercie sincèrement pour ce moment que tu as consacré à Flamboyante, et je te souhaite encore de belles années de création. Tu as beaucoup de projets, donc je ne doute pas que tout se réalise. Et merci pour ce temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez écouté un épisode de Flamboyante. Cet épisode a été réalisé par Sabine Reynard et monté par Karina Michel. Merci à Laure Brignone pour ses conseils techniques. Si ce partage vous a plu, la meilleure chose à faire est d'aller déposer 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, et de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne manquer aucun épisode. Pour me contacter, vous pouvez passer par mon compte Instagram. Rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi matin, pour un nouvel épisode. Merci et à très bientôt.